Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour risque fort de vous faire sortir de votre coma. Comédien talentueux et iconoclaste, son prénom signifie chef de tribu du Nord Dakota. De quoi vous poser le bonhomme qui, depuis l'an dernier, fait le bonheur des prime time de TF1 avec une série pas comme les autres, Falco. Et ce soir, la saison 2 débute avec plus de suspense, plus de découvertes, plus de problèmes et un nouveau côté sombre qui sied à merveille à son héros. Bonjour Sagamore Stevenin. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je le disais ce soir, votre grand retour dans la saison 2 de Falco sur TF1. Est-ce que votre personnage va enfin connaître un peu de calme dans sa vie de dingue? Ou c'est peine perdue? J'espère pas. J'espère pas. Non, effectivement, comme il y a une enquête parallèle qui se mène pour savoir pourquoi il a pris cette balle dans la tête, comme souvent dans la vie, au plus on se rapproche d'une certaine vérité, au moins c'est fastoche. Pour lui, c'est pas fastoche, c'est plutôt une descente aux enfers qu'un apaisement de thalassothérapie, en fait. D'accord, donc en fait, l'intrigue de la saison 2, le fil rouge, en fait, se noue autour de la personne, évidemment, qui est un peu responsable de votre coma, qui a duré 22 ans, et vous développez d'autres enquêtes, d'autres intrigues, c'est ça? Je vous remercie de me le rappeler. Non, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes, d'autres intrigues, ou c'est vraiment... Il y a d'autres enquêtes, mais en même temps, Falco essaye de comprendre. Et comme la saison 1 finit sur une image qui pourrait être peut-être subliminale, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est le cerveau qui l'invente pour créer une raison, pour donner une raison à ces 22 ans d'absence, ou est-ce que c'est véritablement une mémoire qui est remontée du fond des âges, quoi. Donc ça va être en même temps des enquêtes et en même temps l'enquête personnelle de Falco par rapport à ce commissaire Ménard qui est son meilleur ami. Vous trouvez que TF1 a pris un risque avec cette série, en sortant des canons de ce qu'ils font habituellement, une série plus sombre, plus difficile à appréhender, avec un héros pas comme les autres? Je pense qu'il y a toujours une prise de risque. Après, je dois bien avouer que je n'ai pas la télévision. Donc, je ne compare pas. Quand je compare, c'est des coffrets de séries que j'achète qui sont souvent anglo-saxonnes et qui prennent 10 fois plus de risques. Donc, j'ai pas le curseur au bon endroit. Après, je me rends bien compte, évidemment, que c'est un projet industriel, que ça coûte quand même de l'argent, qu'on est sur la première chaîne privée d'Europe. Qu'à un moment, on est obligé aussi, il faut qu'il y ait des gens qui regardent. On ne fait pas juste ça pour se faire plaisir entre nous. Mais je pense qu'aussi le fait que la saison 1 de la série ait rencontré ce succès-là, à ce moment-là, nous a permis à un moment aussi de pouvoir aller chercher d'autres choses. On a un fil rouge, on a une règle, sur laquelle on ne dépasse pas, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas passer en dessous des moins de 12 ans et de tout ça. Mais je pense que dans le cadre, c'est à nous de nous déplacer dans le cadre. Et on faisait une rencontre la dernière fois, justement chez TF1, avec des gens publicitaires, et je trouvais ça très intéressant parce que finalement, on se rendait compte qu'on avait les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les gens, à un moment, s'auto-censuraient. C'est-à-dire, pour essayer de plaire au plus large, on essaye d'avoir un propos le plus large possible. Je pense que c'est souvent une erreur. C'est-à-dire que le public aujourd'hui, qui maintenant a je ne sais pas combien, 250 chaînes ou 260 chaînes, ça me fait presque flipper, est tellement nourri d'images, tellement nourri de films, de séries, de choses que... Il a le choix, en fait. Ça va très vite. Les gens, bam, bam, bam. Puis heureusement, il y a une offre, du coup, qui est beaucoup plus large. Donc il faut à un moment pouvoir aussi cibler des propos et des choses pour plaire au public. Moi, il n'y a pas un public, il y a le public. C'est juste comme ça que je le ressens, en fait. Justement, ça a payé, puisque la saison 1 a fait près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 6 épisodes, 6,7 millions. C'était une surprise pour vous? Presque peur, arrête. Non, mais oui, c'est ça, je vous demandais. C'est une surprise pour vous que ça ait aussi bien marché? D'abord, c'est une surprise, puis surtout, pour moi, c'est des chiffres abstraits. C'est-à-dire que pour des gens qui travaillent à la télé, où on parle de chiffres, on parle de parts de marché, on parle de la ménagère, on parle de ceci, de cela. Moi, je connais le Stade de France, Johnny Hallyday, 60 000 personnes, ça, je visualise. Je me dis, un Stade de France, 60 000 personnes, bon, je comprends. Qu'on me dise 6, 7, 7, 5, 4, 2, à un moment, ça devient abstrait. Vous êtes loin de ça ou vous vous rendez compte quand même? Non, mais je me rends bien compte qu'il vaut mieux faire 7 que 4. Ça, j'avais compris dans l'idée qu'il valait mieux se rapprocher de ce curseur-là que de ce curseur-là. Mais pour moi, c'est des choses abstraites. Là où j'ai pris conscience, pas de l'ampleur du phénomène, mais de l'ampleur du nombre, c'est l'été après la diffusion, quand d'un seul coup, là où j'étais en France, d'un seul coup, je rencontrais des gens. Alors, des fois, c'était dans un magasin, des fois, c'était à la poissonnerie, puisque chez Montmartre, je discute, puis à un moment, je sens bien un regard un peu bizarre. Et puis, de voir que
pas mal de gens avaient été touchés, que c'était des gens extrêmement différents, de classes sociales extrêmement différentes, de régions complètement différentes. Et ce qui m'a beaucoup ému, en fait, c'est que ces gens m'approchaient comme s'ils approchaient Falco, c'est-à-dire qu'ils sentaient une sensibilité à fleur de peau. Donc c'était pas du rentre-dedans de quelqu'un disant « pas vous que j'ai vu à la télé la dernière fois, de machin ». C'était toujours délicat et en s'excusant de s'excuser. Et j'étais très touché par ça. Je trouvais ça très beau parce que du coup, je pense que le public avait senti qu'il y avait une telle proximité entre le personnage et moi que finalement, s'adresser à l'un, c'était s'adresser quasiment à l'autre, quoi. Ouais, ils ont vraiment adhéré au personnage de Falco, en tout cas, c'est ça, ouais. Aussi bien qu'à vous. On a essayé. En tout cas, les audiences le prouvent. Alors, votre père, Jean-François Stévenin, joue dans cette deuxième saison. Il a le rôle d'un méchant, hein, comme on dit au cinéma. Est-ce que vous êtes heureux de ces retrouvailles, faire de faux jeux de mots. Voilà, de ces retrouvailles qui vont être surprenantes, hein, on ne va pas trop le dévoiler, mais votre père joue pas un type très gentil. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez insisté pour qu'ils viennent jouer c'est comme ça que ça m'a donné l'idée, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on était à une table de travail, j'ai une grande table de travail chez moi, puis on aime bien avec les réalisateurs et les auteurs, à un moment, mélanger. Je trouve qu'il y a un côté français où les gens sont très souvent bloqués dans le côté égo, hiérarchie, choses. Moi, j'aime bien tout mélanger. Je pense que 10 cerveaux marchent mieux qu'un. Donc, une bonne idée, peu importe d'où elle vient, et c'est celle qu'il faut prendre. Donc on était autour de cette table de travail et puis on parlait d'un vrai salopard. Et avec le réalisateur, à un moment, souvent des fois on s'échange des idées, on se dit tiens, qui tu verrais là-dedans, ou à qui on pourrait penser, quel acteur, ce qu'on appelle des guests, quoi, des gens qui viennent. Puis d'un seul coup, je sais pas, j'ai eu un flash. Alors je n'osais pas trop le dire parce que je me suis dit bon, mon psy va ricaner, machin, tout ça. Je me suis dit, et si on le proposait à mon père? Parce qu'enfin, je trouvais qu'il correspondait complètement. En tant qu'acteur, je ne parle pas évidemment en tant que mon père, mais qui pouvait complètement correspondre à ce qu'on cherchait. Alors là, on s'est regardé un peu les deux avec le réalisateur en disant « mais t'es sûr du coup ?» Parce que quand même, hein. Je dis « bah oui ». Puis comme Jean-François avait adoré la première saison, il était venu aux diffusions chez TF1, il était comme un môme. Je me suis dit bah, c'est l'occasion, voilà. Parce que souvent, on nous a proposé des projets, mais je trouvais que c'était toujours un petit peu prétexte. C'est-à-dire, on disait, bah, évidemment, on est une famille de cinéma, télé, d'acteurs, réalisateurs. Donc, on va mettre le père, le fils. Voilà, on va mettre tout le monde ensemble, puis on va trouver un sujet un peu prétexte pour mettre tout le monde ensemble, ça va faire un buzz, et puis comme ça, on fera des entrées. Et du coup, j'étais toujours un peu réticent. Je me disais, il faut un vrai sujet qui implique. Et là, c'était naturel, c'est ça, en fait. Voilà, c'était naturel. Après, je me suis un peu tiré une balle dans le pied, parce que c'est quand même... c'est quand même un règlement de compte freudien derrière tout ça, non? Sur la saison 3, oui, ça va. D'accord. Voilà. On est en plein tournage là, mais on vient de commencer le tournage de la saison 3, mais ça risque d'être très, très freudien. Ouais. Alors, vous faites pas mal de télé depuis quelques années, Sagamore, moins de cinéma depuis quelques temps. Oui, vous avez remarqué. Bah oui, et ce que je voulais savoir, c'est quand on devient un acteur télé comme ça en France, est-ce qu'il n'y a pas une étiquette? Est-ce qu'on n'est pas rejeté par le cinéma à partir du moment où on a cette étiquette d'acteur télé? Je pense que ça l'a été pendant des années. Ouais. Je pense que c'est en train de changer, et j'en suis ravi. Les anglo-saxons, ça fait 20 ans que ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des David Fincher qui bossent à la télé, des Martin Scorsese. Kevin Spacey qui joue. Voilà, complètement. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs de cinéma qui se prennent des grosses gamelles aussi au cinoche et qui se disent que d'un seul coup, taper 7 millions de spectateurs à la télé, finalement, c'est pas mal pour la retraite. Et qui commencent à appeler en disant je ferais bien un guest dans votre série de machin. Et j'en suis ravi. Vous avez vu que vous parlez des audiences, 7 millions. Non, mais d'un seul coup, je me rends bien compte que quand on fait un film à 18 millions d'euros qui fait 200 000 entrées, on préfère faire un film à 800 000 euros qui fait 7 millions de spectateurs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour le comprendre. Vous m'avez parlé des séries anglo-saxonnes. Justement, pour finir, est-ce que vous trouvez que les séries actuelles, notamment, c'est vrai, anglo-saxonnes, sont de qualité équivalente à celle du cinéma, de ce qu'on peut trouver? Carrément. Ouais. Même je les sortirai au cinéma, que ce soit des Breaking Bad, que ce soit des Luther, des séries comme ça, je suis sidéré de la qualité du jeu, de la qualité des scénarios, de la qualité de la mise en scène. Mais ça fait des années pour eux. Et encore, j'allais dire, je temporise parce que j'imagine bien que nous, on voit la crème. C'est-à-dire que, évidemment, ce que nous, on voit, c'est le top 10 de ce qui sort et qu'il doit aussi y avoir des séries complètement nazes qui font aussi. Mais c'est une très très bonne école, je trouve. Alors des fois, le soir, quand je me mets les DVD, parce que j'ai le côté pour essayer de redescendre du plateau du tournage dont j'arrive directement là, alors je me mets ces séries, alors il y a une ambiguïté, c'est qu'à la fois ça me met la super pêche, parce que je me dis putain, les mecs
ils sont capables, ils font ça, c'est top. Puis en même temps, on voit un tel niveau, j'ai l'impression de passer en karting pourri avec un mec qui passe avec une F1 en taquet. Je me dis, bon, ok, alors on arrive sur le plateau le matin, on se dit, bon, comment on va faire? J'ai vu un truc dans House of Cards ou dans Game of Thrones, mais... Et c'était un grand jeu avec l'un des réalisateurs, Alexandre Laurent, parce que l'un des réalisateurs de Falco, c'est que souvent on s'inspirait de choses, de trucs, on se passait des films à regarder, puis on arrivait le matin, on disait là c'est comme la scène, t'as vu, sauf que bon, nous, on se rend compte qu'on dit bon, on n'a pas vraiment les moyens de le faire, alors comment on va faire? Alors du coup, ça devient intéressant parce que on s'était dit pour une contrainte, 10 solutions. Donc une contrainte, qu'elle soit financière, de lieu, d'endroit, de temps, trouvons 10 solutions. Je trouve que c'est des fois beaucoup plus motivant. La contrainte est motivante. C'est-à-dire que ça nous oblige à faire marcher les cerveaux justement tous ensemble, à aller plus vite et à se dire d'un seul coup, paf, il y a des choses qui sortent qui, si finalement on n'avait pas eu cette contrainte, ne seraient peut-être pas sorties. Voilà. Je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Sagan. Merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, 20h55, sur TF1. Et moi, je croise les doigts. Ouais, le début de la saison 2. Et on vous souhaite longue vie à cette série. Et on croise les doigts pour vous, parce que c'est vraiment une série qui a renouvelé le genre. Et franchement, elle vaut le coup d'être vue. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.